Denis, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, va démarrer cette deuxième partie des présentations liées au projet Terre Unique en nous parlant des enseignements à prendre chez les éleveurs des régions Bretagne et Pays de la Loire qui ont un haut niveau d'autonomie protéique de leur élevage. Je te laisse nous en dire plus, Denis. Oui, donc bonjour à tous. Oui, donc je vais vous faire la présentation et la synthèse donc des enseignements qu'on a pu recueillir dans le cadre d'un suivi d'une centaine d'exploitations. Donc suivi qui a été réalisé par un grand nombre de techniciens et ingénieurs des structures des CIVAM, les GAB 44, la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et les chambres d'agriculture de Bretagne, que je remercie. Donc je me fais le porte-parole de tous les collègues qui ont pu recueillir les éléments. Donc, une centaine d'exploitations, je disais, réparties dans les principales filières animales des deux régions, donc en bovin lait, bovin viande, ovin, caprin, porcin. Et en ce qui concerne donc la volaille, il n'y a pas eu de suivi qui ont été réalisés, mais une analyse de la base de données de l'Observatoire. À savoir que les fermes ont été choisies, ne sont pas des fermes représentatives des deux régions, mais c'est des fermes qui ont été choisies en fonction, soit parce qu'elles étaient déjà plus autonomes en protéines que la moyenne, soit parce qu'elles avaient l'intention de travailler sur le sujet. Donc on va commencer par les éléments, les enseignements qu'on a pu recueillir en filière lait. Donc, le premier critère est l'autonomie protéique, donc calculée avec l'outil Devotop qui vous sera présenté tout à l'heure. Donc, l'autonomie qui est les matières produites sur le rapport des matières produites sur l'exploitation et consommées par les animaux par rapport à leurs besoins. Donc, si on regarde au niveau de la production laitière, on a une autonomie qui varie entre 60 et 87% en ce qui concerne les exploitations conventionnelles. Et cette autonomie est fonction donc de la part de maïs dans le système fourrager. Plus on a moins de maïs, plus l'autonomie augmente. En ce qui concerne les systèmes agriculture biologique, on atteint en moyenne dans notre réseau 98%. Dans le graphique en haut à gauche, ont été positionnées aussi les fermes dites classiques. Donc, on voit que dans chacun des systèmes, il y a il y a des marges de manœuvre pour gagner en autonomie. Le deuxième graphique présente le lait autonome. Il s'agit du lait produit par vache et par an, produit grâce aux protéines de l'exploitation. Donc, ce litrage se situe autour de 5 500 litres par vache et par an, quel que soit le système. Et ce qu'on note surtout, c'est que ça décroche avec les systèmes maïs. Dès qu'on dépasse, on va dire à peu près autour de 35% de maïs sur la SFP, on voit un décrochage donc, du lait produit autonome par la vache. Et le dernier critère calculé en filière laitière, c'est la surface mobilisée donc, pour 100 000 litres. Donc, pour produire 100 000 litres de lait dans les exploitations, il nous faut 18 à 20 hectares, on va dire, suivant les systèmes. Et lorsqu'il s'agit donc de production biologique, on atteint 26 hectares en moyenne dans nos fermes de réseau d'élevage. Et ça, après, il peut y avoir des grandes variations entre les exploitations et qui est très lié et très sensible au potentiel pédoclimatique. Rapidement, au niveau économique, on a plutôt des exploitations qui sont performantes économiquement et on a voulu croiser les résultats économiques par rapport à l'autonomie. Donc, c'est ce qui est représenté par le graphique en haut à droite qui montre une corrélation entre le niveau d'autonomie et la marge brute de l'atelier lait sur les exploitations laitières. Et cette marge brute qui est elle-même très liée au coût des concentrés au niveau de l'exploitation. Alors, les leviers qui sont actionnés dans les exploitations performantes au niveau autonomie, en production laitière sont principalement donc la gestion optimisée donc
du pâturage vient après l'introduction des mélanges céréaliers ou de protéagineux dans l'assolement et la production de luzerne et d'autres grandes légumineuses, qui sont les principaux leviers actionnés. On trouve ensuite la modification et l'optimisation de l'alimentation, l'utilisation des dérobés, la récolte précoce d'herbes et des coupes multiples, et enfin l'affouragement en verre qui a été mis en place pour 4 exploitations sur nos 35. On va passer ensuite à la viande bovine. Donc, au niveau de la viande bovine, l'autonomie se situe à 91% pour ce qui est des systèmes naisseurs et 87% pour les systèmes naisseurs-engraisseurs qui sont pénalisés par l'engraissement donc des jeunes bovins. Les naisseurs, les élevages, en système naisseur, les élevages sont plutôt moins consommateurs de concentré et les achats sont consacrés à la finition donc des femelles et la complémentation des veaux. Dans certains élevages, on peut atteindre 95% d'autonomie lorsqu'ils valorisent bien l'herbe. En naisseur-engraisseur, il est difficile de dépasser les 85%, car ça ajoute donc la partie engraissement des mâles. La majorité des élevages plafonnent à ces 85% et quelques élevages passent le cap en réduisant l'achat de complémentaires azotés, en engraissant, en utilisant donc des apports d'herbes ou de protéagineux donc dans les rations des bovins à l'engrais. Les surfaces mobilisées pour produire 10 tonnes de viande vive dans les systèmes allaitants se varient entre 17 hectares pour les systèmes naisseurs-engraisseurs et 29 hectares pour les systèmes naisseurs. Il y a une part faible donc, de la surface qui est consacrée donc, en marron sur vos graphiques, donc autour de 2 hectares, qui est les surfaces nécessaires pour produire les concentrés achetés. La plupart et la grande majorité des systèmes bovins viande sont autonomes au niveau des fourrages. La part des protéines importées donc sur l'exploitation n'est pas toujours optimisée dans les élevages qui ont été suivis. Elle devrait être inférieure dans les systèmes herbagés en récoltant des fourrages plus riches en MAT et en utilisant des céréales de l'exploitation. Les élevages avec une part de maïs importante ont des besoins importants en correcteurs azotés. La substitution vers des protéines nationales, type colza, ou des évolutions de régime finition, céréales plus de l'herbe de qualité, peut permettre une forte réduction des protéines importées. Comme pour les systèmes laitiers, les élevages suivis et plus autonomes donc au niveau des protéines ont également de bonnes performances économiques et techniques. Donc vous avez les chiffres qui sont en comparaison donc aux références régionales supérieures à ce que l'on connaît. Et enfin, pour terminer sur les leviers actionnés par en système bovin, c'est essentiellement autour de la modification et l'optimisation de l'alimentation qui est le levier principal, et la composition donc des prairies temporaires en apportant des associations régras légumineuses qui permettent donc de gagner donc en autonomie sur ces exploitations. Vient ensuite la récolte précoce de l'herbe, la gestion optimisée du pâturage, l'utilisation de dérobés et l'introduction de mélanges céréaliers qui ont été cités aussi comme les leviers actionnés dans nos exploitations. Donc, pour résumer l'ensemble, la viande, ce qu'il faut retenir donc, en viande bovine, c'est adapter et ajuster la conduite alimentaire, notamment dans le choix de période de vélage, d'ajuster les rations et éviter le gaspillage, ajuster donc les rations aux besoins, et notamment la finition des animaux donc à l'engrais. L'herbe reste la première source de protéines, donc il faut la valoriser au mieux, donc soit en pâturage, soit avec des récoltes de qualité. Et enfin, donc l'engraissement qui constitue un poste gourmand en protéines avec des régimes qui sont peu remis en cause dans nos systèmes,
alors qu'on a des pistes de progression possibles. Et là, je vous invite à aller voir tous les travaux qui ont été menés dans le cadre de Forage Prod, qui montrent des régimes qui apportent de bons résultats en termes d'autonomie et avec des bons résultats aussi économiques. En ovin, donc 10 fermes ont été suivies. Les fermes ont une autonomie entre 72 et 77% suivant donc le système fourragé. En comparaison au réseau d'élevage Inosis de l'Ouest, on voit également qu'il y a des possibilités donc d'amélioration, quels que soient donc les systèmes, et ça passe souvent par une meilleure gestion du pâturage. Un des axes aussi majeurs pour pouvoir gagner en autonomie, c'est sur l'ajustement des concentrés. Et on voit dans le graphique qu'on peut, entre les élevages de notre réseau de fermes Terunic et les réseaux de fermes donc Inosis de l'Ouest, qu'il y a vraiment des gains accessibles pour pouvoir gagner donc en autonomie. Donc, les leviers qui sont actionnés, c'est d'abord le pâturage, donc la gestion optimisée du pâturage qui apporte un gain important au niveau des performances. Donc, maximiser le pâturage, ça veut dire étendre la période de pâturage. Ceux qui font du pâturage tournant dynamique et ou qui pâturent les dérobés ont des meilleurs résultats en termes d'autonomie. Arrive ensuite l'utilisation de dérobés et la production de luzerne et de grandes légumineuses sur l'exploitation. Valoriser les céréales autoproduites et en particulier avec les agneaux apporte aussi des gains en termes d'autonomie. Et enfin, favoriser la qualité des fourrages, notamment par des fauches précoces ou l'introduction de luzerne. Il s'agissait donc des ovins. On va passer aux caprins. Donc là, il y a eu 6 fermes qui ont été suivies par nos collègues des chambres et de l'Institut de l'élevage. Donc là, de nouveau, ça a été comparé les élevages du réseau Terunic par rapport aux fermes du réseau d'élevage Inosis. On voit qu'il y a entre ces deux réseaux, il y a 10% d'autonomie qui peuvent être gagnés donc par des pratiques, et on voit que c'est également grâce à la quantité de concentré donc consommé par les animaux, mais également par la part de concentré autoconsommé au sein des exploitations qui permet de gagner en autonomie sur ces exploitations caprines. Des marges de manœuvre également sont possibles sur la qualité de l'herbe, donc dans l'exploitation de l'herbe. Alors, si on regarde les coûts de l'alimentation dans ces systèmes-là, on permet les fermes plus autonomes donc en protéines le sont en réduisant donc les quantités de concentrés, mais globalement au niveau du coût de l'alimentation, ils ont un coût d'alimentation un petit peu supérieur au reste des élevages du réseau, qui est surtout lié au fait de la mécanisation en plus et un coût de foncier qui renchérissent le coût de l'alimentation. Les leviers qui sont actionnés en production caprine sont essentiellement donc la mise en place d'associations graminées et légumineuses, la mise en place de métail gras qui est autoconsommé, qui ont été cités par les éleveurs pour gagner en autonomie, et la mise en place de grandes légumineuses, qui sont les principaux leviers cités. Vient après donc l'affouragement en verre. Donc les messages principaux donc à retenir, c'est que c'est optimiser la qualité des fourrages, donc par l'affouragement en verre, je viens de le citer, et la qualité des récoltes, alimenter avec de l'herbe sous toutes ses formes, mais de qualité, réduire le gaspillage, notamment par la réduction des chèvres improductives et la gestion des lots, et développer la production de légumineuses en pur ou en mélange.
Donc l'autonomie, en fait, est très liée en système caprin au chargement et à l'adéquation entre les surfaces qui sont disponibles, donc les surfaces fourragères et le cheptel. On va passer ensuite donc au monogastrique. Et en premier lieu, donc les exploitations donc porcines. Donc en 20 fermes porcines ont été suivies dans le cadre de ce projet Terre Unique, avec une analyse en 2015 et une analyse en 2017 pour voir l'évolution. Et donc c'est surtout dans ces fermes-là où il y a eu un accompagnement et une évolution des pratiques entre ces deux dates pour gagner en autonomie. Alors pour les élevages conventionnels donc enquêtés, l'autonomie protéique des élevages varie entre 0 et 41% avec une valeur moyenne de 24% en 2015 et 26% en 2017. Cette amélioration est liée à différentes évolutions. D'abord, l'année 2017 a connu de bons rendements des cultures céréalières. La productivité des élevages, que ce soit au niveau de productivité et indice de consommation, a été améliorée dans de nombreux élevages, en particulier dans ceux à faible et moyen lien au sol. Et pour les élevages à fort lien au sol, la SAU globale et les cultures de protéagineux ont augmenté entre 2015 et 2017, ce qui améliore donc l'autonomie protéique. Concernant l'efficacité protéique, elle situe la capacité de l'éleveur à optimiser la consommation de protéines. En élevage conventionnel, ces valeurs évoluent entre 46 et 61 kg de MAT par 100 kg de carcasse, avec une moyenne à 54 en 2017, contre 57 en 2015. L'efficacité protéique est indépendante du lien au sol de l'exploitation. Elle résulte des performances techniques de l'élevage, donc de la productivité par exemple et l'indice de consommation, et des choix de conduite de l'éleveur, donc notamment les teneurs en MAT des aliments et la conduite alimentaire en fin d'engraissement. Je passe à la diapo suivante. Donc, en production biologique, donc 4 fermes ont été suivies. Donc, ce qu'on peut retenir surtout, c'est que dans le cas des fermes biologiques, l'autonomie est très sensible aux aléas climatiques. Et puis, pour ce qui concerne donc la matière azotée importée, donc elle se limite essentiellement à du soja donc biologique qui est d'origine non française. Donc l'autonomie, elle, varie donc beaucoup et fluctue avec les variations de rendement des cultures lorsqu'on est en système avec un lien au sol important. Alors les principaux leviers qui sont actionnés donc au niveau de la filière porcine, en production conventionnelle, c'est la réduction de la teneur en protéines des aliments, c'est-à-dire que on a les aliments, il y a toujours un peu une marge de sécurité, et donc c'est essayer de réduire un peu cette marge de sécurité qui permet de gagner sur les taux de MAT. L'utilisation de coproduits locaux, qu'on sent un moyen aussi de relocaliser donc l'utilisation de protéines, remplacer les tourteaux de soja par d'autres tourteaux, mieux valoriser les cultures de l'exploitation lorsqu'il y a un lien au sol, donc les protéagineux et les colzas, et mieux ajuster les apports aux besoins des porcs, et notamment à l'engraissement, en multipliant, donc en utilisant le multiphase. Pour ce qui est de la production biologique, il faut privilégier l'origine France pour les achats de soja biologique, cultiver et intraconsommer donc des protéagineux gras, type pois et févrole, mieux valoriser les légumes fourragères par du pâturage ou de la distribution de fourrage récolté, et tester de nouvelles matières premières riches en protéines pour certains. Donc certains éleveurs ont tenté le chanvre et les orties. Donc, pour synthétiser, donc au niveau de la production porcine, c'est d'abord une question de motivation pour être moins dépendant aux tourteaux importés. Donc, de façon synthétique, c'est privilégier les achats de matières premières locales, réduire sa consommation de protéines en améliorant son efficacité et mieux valoriser les cultures d'exploitation pour ceux qui ont du lien au sol. Et je vais terminer par la volaille. Donc, comme je vous disais, la volaille n'a pas fait l'objet d'un suivi, mais on a valorisé
enfin, les collègues ont valorisé l'observatoire volaille. Alors, le contexte de la volaille est un peu particulier puisque les éleveurs n'ont pas la main sur le choix de l'aliment. Donc, ce qui a été l'analyse de la base de données a montré qu'il y avait un lien très fort entre l'indice de consommation et les protéines utilisées donc, dans les bâtiments. Et le lien entre l'indice de consommation et un certain type de… donc les bâtiments étaient importants, notamment avec la gestion de l'ambiance dans le bâtiment qui a un impact important sur l'indice de consommation. Les bâtiments avec des indices de consommation les plus faibles sont ceux avec une ventilation dynamique, qui ont été construits après les années 2000 et ont le plus souvent donc un chauffage avec aérotherme. Les écarts entre types de bâtiments permettent sur un bâtiment de 1000 m², d'économiser entre 1 à 2 tonnes de MAT par an. Donc nos collègues sont quand même allés voir à l'extérieur donc des deux régions Bretagne et Pays de la Loire comment d'autres régions pouvaient procéder lorsqu'il y a la possibilité donc d'avoir des contrats différents. Donc ils sont allés voir dans le nord de la France, en région Hauts-de-France et en Pologne. Donc il y a possibilité donc de gagner donc en autonomie en utilisant donc des céréales à la ferme, donc produites à la ferme avec associé à un aliment complémentaire, donc ce qui permet une légère amélioration de l'autonomie protéique en introduisant donc les protéines de la céréale utilisée donc et autoproduite. Il y a d'autres solutions qui consistent à diluer de l'aliment du commerce avec des céréales, mais qui est à prendre avec beaucoup de précautions, et notamment par rapport aux performances donc, de la volaille, et le seuil à partir duquel les performances se dégradent est parfois délicat à déterminer. Enfin, donc après, il y a la fabrication d'aliments à la ferme, à proprement parler, qui permet d'améliorer l'autonomie en introduisant donc des aliments autoproduits sur l'exploitation, mais qui aussi, suivant les formules, peut nous amener à accroître les quantités de soja qui sont importées et consommées, puisque les fabricants d'aliments ont parfois donc des formulations qui sont plus performantes. Donc voilà la synthèse très rapide des enseignements par filière qu'on a pu recueillir. Tous ces enseignements sont regroupés dans différents documents et livrables qui prennent la forme donc soit de plaquettes. Donc il y a une plaquette qui a été produite et qui a fait le point zéro de nos exploitations en tout début de projet. Et ensuite, il y a des synthèses qui ont été réalisées par filière et qui présentent donc les principaux indicateurs, références et leviers d'action en fonction des systèmes. Donc, ça a été réalisé en production laitière, en viande bovine, en production porcine et en volaille. Et il y a également des fiches témoignages qui sont produites dans les différentes filières. Et enfin, des fiches repères technico-économiques qui peuvent servir donc de référence lorsqu'on va faire du conseil donc en exploitation. Enfin, il y a des vidéos qui ont été réalisées aussi en début de projet, des vidéos témoignages qui ont été réalisées donc dans les exploitations et qui font une présentation dynamique des exploitations et des conduites. Et enfin, tous les supports de présentation qui ont pu être faits lors des salons, colloques et portes ouvertes font aussi partie des livrables possibles et diffusables donc, dans le cadre de ce projet. Je vous remercie. On va peut-être maintenant passer aux questions s'il y en a. Merci Denis, en tout cas pour la qualité du travail mené et de la présentation, et en particulier pour le fait d'avoir eu un travail multi-organisme. Tu as présenté tout à fait au début de ta présentation tous les organismes qui ont co-construit ensemble ce travail-là, ce qui a permis des échanges très riches durant le projet. Et du coup,
une analyse très intéressante que tu viens de nous présenter. Je vois pas de questions sur la partie que tu viens de présenter, Denis. C'était très clair. Je ne sais pas si... Oui, pourrais éventuellement reprendre la parole en Oh, fin de présentation de mes collègues oui, si jamais il y avait des questions qui arrivaient ensuite. très bien. Je te remercie. Et puis, on va donc pouvoir poursuivre avec la présentation de Silver Gelino, qui lui est de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire et qui va nous présenter l'outil de diagnostic de l'autonomie protéique qui a été créé dans le projet Terre Unique. Sa collègue, également de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire, Florence Maupertuis, complétera cette présentation que va faire Silver par l'utilisation de l'outil pour la filière porcine. Alors cet outil, il s'appelle Devotop, donc certains le connaissent déjà. Il est tout neuf, mais déjà beaucoup l'utilisent et vous en avez entendu parler. Puis son nom a été cité un petit peu déjà une ou deux fois en début de matinée. Donc Silver, je te laisse faire connaître cet outil-là à ceux qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas encore ou en dire un peu plus pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Merci Silver et Florence.